pour ce petit retard, mais on attendait qu'on ait suffisamment de spectateurs, on va dire, et de personnes qui nous aient rejoints. Donc, ce que je vous propose, c'est démarrer ce webinaire. Donc, déjà, merci d'être présent. Pour les personnes qui ont déjà assisté aux deux webinaires précédents, bonjour de nouveau. Et pour les nouveaux spectateurs, bienvenue dans le webinaire de Teams sur éco-circulaire et mobilité. Pour les nouveaux et les anciens, peu importe, je rappelle un petit peu le fonctionnement. Nous allons avoir en fait 4 intervenants aujourd'hui. Ces 4 interventions sont suivies de 2 questions table ronde. Et ensuite, il y aura une possibilité de vous répondre sur les questions que vous allez poser en fait sur un petit onglet qui s'appelle questions-réponses. Donc, si vous avez une question pendant les interventions de nos intervenants ou lors des discussions, n'hésitez pas à la poser. Nous avons des teamers qui sont à l'écoute et qui feront en fait une synthèse de vos questions qui permettra en fait de poser au minimum une question, peut-être plusieurs questions en fonction du temps qui nous restera. De toute façon, toutes les questions sont enregistrées. Le webinaire est aussi enregistré et donc il y aura une possibilité, de le revoir. On vous enverra le lien. La présentation que qu'on va vous faire défiler vous sera fournie aussi. Et en dernier point, c'est que toutes les questions sur lesquelles on n'aura pas pu revenir et répondre, il y aura une réponse en fait écrite qui vous sera renvoyée. Voilà. Marie-Josée, moi j'ai fini. À toi de prendre. Oui. Bon, merci Yves pour ces informations techniques qui vont faciliter le déroulement de notre visio. Avant de vous présenter les conférenciers d'aujourd'hui, je vais vous communiquer quelques informations sur notre programme. Alors, en tant que Team Auto, je vous rappelle, donc c'est une association où nous sommes 80 managers de l'automobile, mais toute la filière, du fournisseur jusqu'au réseau. Nous avons participé à de nombreux salons dans le cadre de notre association, pour en particulier aider les startups pour la promotion de leurs produits dans les villages de startups que nous animions. À cette occasion, nous nous sommes rendus compte que la connaissance que nous possédions pouvait être mise à profit pour les renseigner sur le monde très complexe de l'automobile et de la mobilité, et peut-être les aider à progresser plus rapidement dans ce milieu. Ces constatations nous ont motivés pour organiser ce programme et la pression environnementale ainsi que l'évolution rapide des mentalités nous ont alertés sur l'importance de ces thèmes. C'est tout naturellement en pensant à l'économie circulaire qui répond à de nombreux aspects environnementaux et sociétaux que nous avons concocté le programme que je vais détailler plus tard. D'où également l'importance du choix des participants, intervenants et spectateurs auxquels nous avons proposé notre programme. Tout d'abord, des représentants des startups, et ce sont les piliers de notre projet. Les startups ont toute l'ambition de contribuer à l'essor de l'économie circulaire dans le cadre des mobilités. Ces intervenants vous apporteront les preuves de leur engagement. Puis des investisseurs qui cherchent à mieux comprendre les enjeux et les freins au développement de ces entreprises. Des professionnels de l'automobile, intervenants et spectateurs qui ont manifesté leur intérêt dont certains viendront nous parler de leur expérience tout au long de ces visios. Enfin, les membres de notre association, donc les managers dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont une grande connaissance interne de la filière. Nous espérons de leur part une participation active pour échanger et enrichir le débat. Et maintenant, un rappel de notre programme de visioconférence et de notre rencontre finale qui aura lieu normalement en avril. Juste un petit rappel, le cycle complet, vous voyez, l'économie circulaire, c'est un cycle. Donc, on a organisé nos différentes visios selon ce cycle. Donc, la première visio qui avait lieu le 19 novembre abordait l'économie circulaire dans sa globalité et nous avons eu 3 participants avec des visions très différentes. Il y avait donc Pascal Thomas de l'AFNOR, Jean-Denis Kurt de Renault Group et Olivier Sicot, enseignant-chercheur et élu local. Le 17 décembre, donc le mois dernier, nous avons abordé les 3 étapes initiales du cycle de l'économie circulaire.
l'éco-conception avec Philippe Sandrin de la TIB, qui fabrique dans des ambulances complètement dans le circuit, dans l'économie circulaire. L'écologie industrielle avec Graziella Coutinho, qui travaille actuellement chez Siemens, mais elle nous a parlé de son expérience à l'usine Curitiba de Renault, au Brésil. Et l'économie de la fonctionnalité avec Bruno Flinois de la start-up Clem. Cette start-up propose la mise à disposition et un système de chargement associé de véhicules électriques dans des zones justement où la mobilité est très difficile à déployer. En janvier et février, nous illustrerons deux aspects de l'allongement de la durée d'usage. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'optimisation du produit sur le thème des motorisations du parc roulant. Bon, on peut parler quand même qu'il y a 40 millions de véhicules qui roulent en France. Et donc, bon, sur les autres pays européens, ça fait un chiffre assez impressionnant, mais vous allez voir qu'on va vous en parler très, très précisément tout de suite. En février, l'utilisation des pièces détachées déjà existantes, donc celles qui sont déjà en stock, et le réemploi. Enfin, en mars, durant la dernière visioconférence, nous parlerons du recyclage et de l'approvisionnement durable. Pour clore cette série, nous organiserons une conférence en présentiel dans les locaux de la Business School LESI, spécialiste du développement durable. Cette école a eu la gentillesse de nous accueillir pour cet événement. Nous parlerons des temps forts des visioconférences et lancerons un plan d'action pragmatique dans le but d'accélérer le déploiement de cette logique économique encore plus d'actualité avec les bouleversements du moment. Et maintenant, nous allons aborder le vif du sujet. Les 4 intervenants de ce jour ont en commun une sensibilité toute particulière concernant l'utilisation des véhicules déjà fabriqués. Ces véhicules sont un atout non négligeable de l'économie circulaire. Mais les aides actuelles ont l'ambition de renouveler ces véhicules avec des véhicules neufs ou récents. Peut-être qu'une solution intermédiaire permettant d'améliorer les motorisations de ces véhicules roulants pourra faire la jonction entre ces deux rives lointaines, ces véhicules d'une autre génération et la nouvelle vague, afin que tous les besoins de mobilité soient comblés par des solutions adaptées à chaque profil d'utilisation. Alors, donc tout d'abord, je vous présente Julie Vattier, du Business Unit après-vente du groupe Renault, spécialiste de l'économie circulaire. Elle va vous expliquer quels sont les impacts de l'urgence climatique sur la stratégie des constructeurs en évoquant l'exemple de Renault. Bonjour Julie. Bernard Julien, maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux et directeur de GERPISA, donc groupe d'études et recherches permanents sur l'industrie et les salariés de l'automobile. Il va vous expliquer quels sont les enjeux du parc roulant français et européen en termes de motorisation et quelles en sont les perspectives. Bonjour Bernard. Bonjour. Jacques Pauquer, CEO de la start-up Logico, en forte croissance actuelle, expliquera l'intérêt de son produit Green Performer, son fonctionnement et ses perspectives. Bonjour Jacques. Bonjour à tout le monde. Et enfin, Émeric Libaud va vous parler de la solution de rétrofit électrique de sa société Transition One, dont il est le CEO, qui permet de changer les moteurs thermiques des véhicules de petit gabarit en moteurs électriques. Bonjour Émeric. Bonjour à tous. Alors, merci d'être là. Donc, je pense que je dois juste vous préciser une dernière chose. Après ces présentations, donc, nous aurons une table ronde d'à peu près 20 minutes, suivie des questions des spectateurs. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Et je donne la parole à Bernard Julien, qui va évoquer les enjeux du parc roulant français et européen en termes de motorisation et quelles en sont les perspectives. Merci Bernard, on vous écoute. Très bien, bonjour à vous. Donc moi, je vais essayer effectivement de vous dire en 10 minutes pourquoi est-ce que je crois cette question extrêmement pertinente et pourquoi est-ce que cette perspective qui consiste à poser la question du verdissement non plus seulement à partir des immatriculations de véhicules neufs, mais sur la base de ce qu'est le parc, elle est la seule qui soit au fond pertinente, étant donné les conditions de mobilité dans lesquelles se trouve un pays comme le nôtre, mais ce serait vrai assez largement de l'ensemble des pays
pays mûrs comme les nôtres, mais si on pense à la Pologne, par exemple, ou à l'Algérie, mon propos serait plus valable encore. Alors, premier élément que je souhaitais souligner, c'est le fait que, au-delà de la question du verdissement du parc, eh bien, on s'aperçoit, quand on regarde les derniers travaux qui ont été conduits sur la mobilité des Français, que l'automobile reste absolument centrale dans les mobilités. Donc, nous attendions depuis de longues années la nouvelle enquête transport. Elle est arrivée à la fin de l'année dernière et elle portait sur l'année 2019. Et comme vous le voyez sur mon transparent, là, enfin sur mon slide, pardon, eh bien, la voiture, la part modale de la voiture, elle baisse infiniment peu, ce qui veut dire que l'essentiel de la mobilité continue d'être assuré par l'automobile dans un contexte comme le nôtre. Ça veut dire que ni le transport en commun ni le vélo n'ont pour l'instant modifié sensiblement ce paysage auquel nous sommes accoutumés. Et quand on regarde dans le détail la manière dont les choses se passent, on s'aperçoit que, certes, il y a un petit frémissement dans l'agglomération parisienne et éventuellement, mais c'est déjà nettement moins sensible, dans les agglomérations de 100 000 à 2 millions d'habitants. Mais dès que l'on quitte ces territoires-là, eh bien, l'automobile, elle a une part modale qui est très stable et qui est ultra dominante, ce qui signifie qu'il n'y aura de décarbonation de nos mobilités que s'il y a décarbonation de nos mobilités automobiles qui, selon toute vraisemblance, resteront ultra dominantes dans les années qui viendront. On peut passer au slide suivant peut-être. Alors ça, ce paysage-là, il renvoie à une évidence que j'ai essayé de recomposer statistiquement, c'est le fait que, comme l'indique le titre de mon slide, l'automobile coûte de moins en moins cher. Quand je regarde la manière dont le parc des ménages français a évolué, c'est la courbe bleue. Et quand je regarde la manière dont les dépenses automobiles des ménages français ont évolué, c'est la courbe orange, eh bien, je vois effectivement se dessiner un ciseau, un écart croissant entre cette évolution du parc, parc qui a augmenté de pratiquement 50% en 30 ans, alors que les dépenses en euros constants sont, elles, globalement restées constantes. Et il en résulte que le coût d'un véhicule pour un ménage, il a baissé assez considérablement sur les 30 années passées. Ça a été vrai sur la décennie 89-99, ça a été encore plus vrai sur la décennie 99-2009, et même sur la dernière décennie, la dernière pour laquelle nous avions des statistiques, eh bien, je confirme mon diagnostic. Oui, il est de moins en moins cher pour les ménages de rouler en voiture. Et si tel est le cas, c'est d'abord parce que leurs dépenses d'acquisition ont baissé considérablement, et en particulier leurs achats de voitures neuves. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, quand on a besoin absolument d'un véhicule pour se déplacer, eh bien, on n'est pas obligé de l'acheter neuf, on peut aussi l'acheter d'occasion, ou bien on peut l'acheter neuf et ne le renouveler que tous les 6 ou 7 ans. Et tous ces indicateurs-là, ils ont été pendant ces 3 décennies dans le même sens. Les ménages, ils se sont dotés de véhicules plus nombreux, plus anciens, qu'ils ont fait vieillir plus volontiers, et ils ont ainsi pu être non seulement motorisés, mais aussi multimotorisés, parce qu'ils ont développé des formes d'occupation de l'espace qui l'imposaient. C'est le slide suivant. Et là, effectivement, on voit que cette réalité-là, elle renvoie à des ménages qui se sont... Alors, on nous dit tout le temps que l'urbanisation est galopante. L'urbanisation, c'est le fait qu'effectivement, les ménages se concentrent assez volontiers, il est vrai, dans les espaces sous influence urbaine. Mais ça n'est pas pour autant qu'ils habitent dans les espaces denses. Et vous voyez sur les travaux que l'INSEE a conduits récemment dans le cadre d'un programme européen, que les communes les plus densément peuplées ne sont pas celles dans lesquelles le sol migratoire est le plus important, c'est l'inverse. Elles ont plutôt tendance à se dépeupler avec le sol migratoire. La même chose est vraie pour les communes de densité intermédiaire, si vous voulez, en gros les premières couronnes. Par contre, comme vous le voyez très clairement, les communes peu denses et très peu denses, mais surtout les communes peu denses, elles sont, elles, bénéficiaires de soldes migratoires importants, ce qui veut dire qu'à terme, on aura probablement
des communes peu denses qui concentreront une part majeure, voire dominante, de la population française. Et quand on regarde les tableaux, les mêmes tableaux de l'INSEE et qu'on les détaille un peu, on s'aperçoit que dans les communes peu denses qui sont en train d'attirer du monde, eh bien, ce sont, et c'est le slide suivant, ce sont les communes qui sont les plus éloignées des zones densément peuplées, qui sont bénéficiaires des soldes migratoires les plus importants. Donc là, vous regardez la colonne 75-90, à ce moment-là, on s'aperçoit que les communes qui bénéficiaient de soldes migratoires très intéressants étaient plutôt les plus proches des centres urbains. Entre 90 et 2007, eh bien, c'est beaucoup mieux réparti. Hein, et sur la période 2007-2017, vous voyez que les soldes migratoires les plus importants, hein, ou les croissances des soldes migratoires les plus vifs, ont concerné les communes qui sont à 30 ou 40 km, voire à 50 km, hein, ou plus, des centres-villes. Hein, ce qui veut dire, si vous voulez, que les ménages, ils se périurbanisent de plus en plus, hein, et c'est en partie pour ces raisons-là qu'ils sont conduits à se multimotoriser, hein, et comme les gens qui se périurbanisent ne sont pas forcément les plus à l'aise financièrement, eh bien, cette multimotorisation qui s'impose à eux pour pouvoir occuper l'espace de la sorte, eh bien, ils la satisfont en ayant des véhicules qui sont plutôt moins chers, et pour se débrouiller avec leurs véhicules de la sorte, eh bien, ils achètent des véhicules, hein, qui sont ils achètent plus volontiers des véhicules d'occasion que des véhicules neufs. Hein, si je vous donne les chiffres 2020, hein, c'est assez frappant. En 2020, qui n'est évidemment pas une très bonne année pour les immatriculations, les ménages français, hein, les seuls ménages, hein, on a des immatriculations d'1,6 million sur l'année 2020, mais les ménages n'ont acheté que 780 000 voitures sur cet ensemble-là. À l'inverse, si vous prenez les véhicules d'occasion, eh bien, ils sont vendus l'année dernière 5 500 000, et ça, ce sont les ménages. Hein, ce qui veut dire que les ménages français, hein, ils achètent des véhicules neufs, même pas une fois sur 6, et 5 fois à 6 fois sur 7, 5 fois sur 6 à 6 fois sur 7, ils achètent des véhicules d'occasion. Et dans les véhicules d'occasion qu'ont acquis les ménages en 2020, eh bien, je dénombre pratiquement 40% de véhicules qui ont 10 ans et plus. Hein, c'est-à-dire que sur les 5 500 000, vous avez 2 millions de voitures de 15 ans et plus qui ont été achetées, et vous avez 2 millions de voitures de 10 à 15 ans qui ont été achetées. Hein, et ça, c'est la réalité du parc. Et c'est évidemment ce phénomène-là qu'il convient de traiter. Et si j'ai raison, et j'ai toujours raison, hein, alors, hein, eh bien, il faut adresser la question écologique en adressant la question des parcs, hein, et non pas en s'intéressant à ces quelques véhicules qui sont immatriculés chaque année et qui ne correspondent même pas à 5%, hein, du renouvellement du parc. Ce qui veut dire que si on veut arriver, par exemple, en 2050, hein, à un parc qui serait neutre sur le plan carbone, eh bien, il faudrait traiter le parc, hein, et cela, eh bien, on ne le fera pas, hein, on n'arrivera pas à le faire avec les seules immatriculations. Alors là, je peux m'appuyer maintenant sur un autre travail que j'ai fait l'an passé pour un certain nombre de partenaires, hein, et on a essayé de faire effectivement une prospective parc. Hein. Pour cela, la première chose que nous ayons faite, c'était de réévaluer le parc circulant. Hein. Donc les spécialistes que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, savent qu'on connaissait au fond, jusqu'à il y a peu, très mal le parc. Pourquoi? Parce que les fichiers que nous utilisons la plupart du temps sont les fichiers carte grise, et on sait qu'il y a beaucoup de cartes grises qui continuent d'exister alors que les véhicules ne circulent plus. Ce qui fait qu'on a eu tendance, statistiquement, à considérer que après 15 ans, les véhicules, on ne savait pas s'ils roulaient ou pas, et dans la statistique du ministère, on négligeait les voitures de plus de 15 ans. Cette erreur-là, elle est évidemment de plus en plus problématique. Hein, et c'est la raison pour laquelle nous avons les uns et les autres cherché à corriger cela. Alors, comment peut-on faire? Alors, on peut utiliser des sources statistiques un peu alternatives, du type contrôle technique, puisqu'a priori, quand les gens vont passer le contrôle technique, c'est qu'ils se servent de leur véhicule, mais ça pose plein de problèmes parce qu'il y a le contrôle technique qu'on appelle le contrôle technique périodique, mais il y a aussi le contrôle technique transactionnel, hein, et du coup, c'est difficile d'attraper le parc circulant à partir de ces stats-là. Il se trouve qu'on a une source, hein, qui peut être utilisée, qui est le fichier des assureurs. Parce que quand les gens assurent leur véhicule, c'est qu'ils s'en servent. Donc, quand on a demandé aux assureurs de nous fournir ces éléments-là, eh bien, on a pu effectivement se faire une idée assez précise de ce qu'était le parc détenu par les ménages, hein, et de ce qu'était le parc en général. Et là, on arrive effectivement au chiffre suivant. On a un parc de véhicules particuliers qui est de l'ordre de 40 millions de voitures et qui n'a pas, comme on le prétendait jusqu'à l'an passé, 9 ans d'âge, mais plutôt 11 ans d'âge moyen.
Et la même chose est à peu près vraie sur le parc de véhicules utilitaires légers. Le parc qu'on donnait pour être aux alentours de 6 millions, il est plutôt à 7 millions. Et son âge moyen, il est plutôt à 12 ans qu'à 10 ans, comme on le prétendait. Et ça renvoie effectivement au fait qu'on a des lois de survie, ce que les statisticiens appellent des lois de survie, c'est-à-dire la proportion des véhicules immatriculés il y a 20 ans, par exemple, qui restent dans le parc et dont on se sert encore, eh bien, ces lois de survie sont en train de se déplacer. Donc là, je vous ai tracé ma loi de survie 2015, courbe verte, et ma loi de survie 2017, courbe rouge. Vous voyez très clairement qu'aux âges avancés, c'est-à-dire en particulier entre 15 et 20 ans, eh bien, les taux de survie en 2017 sont beaucoup plus élevés que les taux de survie en 2015, ce qui renvoie au fait que eh bien, les ménages, effectivement, ils font vieillir leur parc, et que l'essentiel de la croissance du parc que je notais tout à l'heure, elle est liée au vieillissement plutôt qu'à une croissance des immatriculations. Les immatriculations, elles sont à peu près stables en France, aux alentours de 2 millions par an. Par contre, le parc croît parce qu'on met beaucoup moins de véhicules au rebut qu'on en mettait jusqu'ici. Alors, ça veut dire évidemment que, et je me répète, on ne pourra traiter correctement la question de l'automobilité que si on raisonne en termes de parc et non pas seulement en termes d'immatriculation. Alors, sur ces bases-là, on a essayé, avec un certain nombre de partenaires, de regarder ce qu'allait devenir le parc dans les années à venir. Et là, on a pris des immatriculations, on a fait un certain nombre d'hypothèses sur les immatriculations telles qu'elles pourraient évoluer dans les années à venir, c'est-à-dire entre 2020 et 2035, et puis on a essayé d'en tirer les conséquences sur ce qu'allait devenir le parc. Donc vous voyez, on a pris un scénario bas où les ventes de véhicules électriques se développent très lentement. C'est ce que vous avez sur la courbe mauve là, sur le graphique de gauche, et puis sur le graphique de droite, scénario haut, là vous avez une croissance des immatriculations de véhicules électriques qui atteindrait, dans ce scénario haut, jusqu'à 75% des immatriculations de véhicules particuliers sur l'année 2035. Donc avec ces deux scénarios-là, qu'advient-il du parc? Slide suivant. Et là, que voit-on? On voit que, étant donné les phénomènes que j'ai évoqués plus haut, eh bien, si on immatricule relativement peu de véhicules électriques, on aura à terme, c'est-à-dire en 2035, 10% du parc qui sera électrifié en véhicules électriques à batterie, 5-6% qui seraient en véhicules hybrides rechargeables. Donc ça, c'est logique si on immatricule relativement peu de véhicules électriques. Mais même si l'on en immatriculait énormément, même si les rêves les plus fous des responsables de Volkswagen ou de Renault-Nissan étaient réalisés et qu'on arrivait à des immatriculations de 75%, eh bien en 2036, au 1er janvier 2036, vous n'auriez un parc qui ne serait électrifié qu'à 30%. Ce qui veut dire qu'il faudra attendre des années et des années, si on ne traite pas le parc, pour avoir un parc décarboné. Ce qui veut dire éventuellement que l'accès aux ZFE, il sera problématique pour 2/3 des détenteurs de véhicules si on était dans ces scénarios-là, toute chose qui indique qu'il faut impérativement tenir compte de ces réalités-là et raisonner sur les parcs. Et voilà, pour terminer, les leçons que j'en tire, et j'ai déjà été beaucoup trop long. Donc, il faut d'abord regarder l'espace et son occupation, non pas tel qu'on le rêve dans le 7e arrondissement de Paris, mais tel que les Français le structurent, et on s'aperçoit alors que l'automobilité, ce n'est pas quelque chose que l'on peut régler en disant s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche, puisqu'on ne veut pas qu'ils aient des voitures, qu'ils n'ont qu'à avoir des vélos. Dans le monde périurbain ou rural, c'est un peu plus compliqué que ça. Et l'automobilité, elle a un aspect incontournable, et c'est probablement la raison pour laquelle, quand on met en cause cette automobilité avec, par exemple, une contribution climat-énergie, ça dira peut-être quelque chose à Emmanuel Macron, eh bien, on a des gilets jaunes sur les ronds-points. Donc ça, c'est la première évidence que l'on peut dégager de mes statistiques, elle est là. L'automobilité, c'est quelque chose qui est au cœur de notre société pour des raisons qui tiennent aux conditions dans lesquelles les gens vivent et aux conditions dans lesquelles ils entendent vivre. C'est-à-dire que vous avez des urbanistes qui disent ce serait mieux si les gens allaient se concentrer en ville, comme ça ils pourraient aller à l'opéra, etc. Non, les gens ils ne veulent pas habiter dans des zones denses pour bénéficier des aménités des grands centres urbains, ils préfèrent le barbecue et le poulailler à cela, et ça induit les formes d'occupation d'espace que j'ai indiquées. Donc première évidence, il faut tenir compte de la vraie vie des vrais gens,
et de la réalité automobile qui va avec. Alors, ça veut dire, au-delà de cela, que les ménages, ils se débrouillent avec leurs garagistes, avec les casses, pour faire en sorte que l'automobile ne coûte pas trop cher. Et il faut les accompagner dans ce mouvement-là. Ça veut dire que on a déjà effectivement des ménages qui rendent leur parc durable. On a des ménages qui utilisent le fait que les véhicules soient plus fiables pour les faire durer plus longtemps. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle en termes de rythme d'électrification, mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle du point de vue de l'économie circulaire, du point de vue des habitudes qu'ont déjà les ménages. Mais ça veut dire quand même que les politiques qui seront économiquement, écologiquement et socialement soutenables seront des politiques des parcs et non pas des politiques des immatriculations. Et pour moi, ces politiques de parc, je dirais qu'elles devraient être doublement inclusives. Inclusives une première fois parce qu'elles donneraient accès à des solutions propres à des populations qui sont exclues de l'achat de voitures neuves. L'achat de voitures neuves, ça concerne des toutes petites minorités de gens comme moi, aussi vieux que moi et aussi riches que moi, mais je ne suis pas dans la majorité des Français. Les gens qui ont un acheteur de véhicules neufs, il a 57 ans en moyenne, il faut aussi penser aux autres. Et puis un acheteur de véhicules neufs, ça se recrute dans les 2 premiers quintiles de revenus de la population, il faut aussi penser aux autres. Donc il faut qu'on ait des solutions pour les gens qui peuvent pas. Et puis l'autre dimension de l'inclusivité, et c'est pourquoi je parle de double inclusivité, c'est le fait que le verdissement, ça doit concerner certes les constructeurs, leurs usines et les gammes de véhicules qu'ils proposent aux clients en neuf, mais ça doit concerner aussi d'autres professionnels, et en particulier les garagistes, et en particulier les casseurs. Tous ces gens qui traitent le parc à longueur d'année, eh bien, ils doivent pouvoir être impliqués dans le mouvement de verdissement, parce que, après tout, si je regarde la répartition de l'emploi automobile en France, j'ai certes à peu près 200 000 emplois dans l'industrie automobile, mais j'en ai 400 000 dans les services de l'automobile. Et ces gens-là, eh bien, ils ont des compétences, ils sont près des clients, ils connaissent ce parc ancien et les gens qui les détiennent, et ils sont parfaitement à même de s'impliquer dans le mouvement que les pouvoirs publics appellent de leur vœu, simplement, à ne traiter la question de l'automobile qu'à travers les achats de voitures neuves, eh bien, on est complètement déphasé par rapport aux réalités que j'ai essayé de décrire très rapidement, mais trop longuement déjà. Et je m'en tiens là. Oui. Bon, oui. Merci beaucoup, Bernard. Ces analyses percutantes qui ouvrent des perspectives très larges nous intéressent énormément. Donc, maintenant, c'est Julie Vattier qui va parler donc, de la business unit après-vente du groupe Renault, qui va parler des impacts de l'urgence climatique sur la stratégie des constructeurs en évoquant l'exemple de Renault. Donc, je pense que c'est un sujet très intéressant également. Merci Julie. Oui, bonjour à tous. J'ai réussi à réactiver mon micro. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais être assez brève, mais par rapport à ce qu'on vient d'entendre, c'est important de noter qu'effectivement, de manière historique, les constructeurs automobiles, en l'occurrence, je vais parler au nom de Renault, mais c'est le cas pour tous les constructeurs automobiles, on a pris la question on va dire, du low emission, de l'énergie basse émission, sous l'angle nouveauté produit, puisque c'est notre métier, c'est ça, on est constructeur d'automobiles, donc on a pris ce sujet-là sous cet angle-là, et on a mis toutes nos forces pour développer des plans produits intégrant des véhicules électriques et la technologie électrique, notamment. Évidemment, par rapport à toutes les politiques qui sont en train de se mettre en place, et puis cette réalité du parc roulant, cela nous oblige et cela nous pousse à adresser cette question de manière beaucoup plus large, et notamment de l'adresser au travers de l'after-sales et de toutes les solutions qu'on peut déployer au grand public en alternative aux véhicules neufs ou aux véhicules d'occasion.
Alors, je voudrais revenir sur les deux gros enjeux. On a un premier enjeu qui est celui de la pollution de l'air. Et il y a beaucoup de choses qui nous poussent évidemment à répondre à cet enjeu-là, parce qu'il y a des contraintes législatives très fortes qui sont mises en place. Donc, je citerai la réglementation WLTP qui a changé drastiquement la manière dont on concevait aussi nos véhicules et nos moteurs. La norme CAFE qui vient regarder effectivement le nombre de véhicules qu'on met en circulation qui sont basse émission par rapport à des moteurs plus polluants. Et ça nous pousse forcément dans un plan d'action véhicule neuf. Ensuite, il y a les restrictions de circulation qui vont être mises en place dans les zones à faible émission. On le sait, toute la politique critère, et on sait qu'en 2024, a priori, dans la plupart des grandes agglomérations, les véhicules diesel ne pourront plus circuler. Cela, évidemment, nous pousse à répondre, alors ça pousse collectivement, je laisserai Aymeric Libaud en parler beaucoup mieux, mais ça pousse aussi les constructeurs à s'interroger sur le rôle qu'on doit jouer dans le développement de filières de rétrofit, afin de pouvoir donner une solution à nos clients, enfin aux usagers des véhicules, pour ne pas avoir à renouveler leur véhicule, mais conserver leur véhicule et conserver leur liberté de circulation. Les restrictions de circulation qui sont mises en place dans les ZFE, si la conséquence de cela, c'est que 100% du parc renouvelle son véhicule en véhicule neuf, ça serait une catastrophe écologique. Donc, c'est vraiment pas du tout vers là qu'il faut aller. Et ça serait totalement contre-productif qu'on y aille. Donc, on attend aussi beaucoup de choses de la part des pouvoirs publics et des collectivités, etc., pour accélérer cette filière de rétrofit et avoir une réponse extrêmement concrète à proposer aux clients en solution après-vente, en gardant le même véhicule ou en allant chercher dans une offre de véhicules d'occasion qui soit plus large. Ensuite, il y a toutes les normes anti-pollution qui peuvent être mises en place, les normes de contrôle technique. Et ça aussi, ça peut aider à développer un certain nombre de solutions, à proposer un certain nombre de solutions en après-vente pour, on va dire, verdir ou en tout cas diminuer l'impact CO2 de nos véhicules roulants. Si on n'a pas ça et qu'on regarde, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a énormément d'offres qui sont en train de naître en après-vente pour l'analyseur 5 gaz échappement, ça c'est l'éco-entretien, les conversions au biogaz, les économiseurs de carburant, etc., etc. Ça, c'est des solutions qui nous intéressent aussi et sur lesquelles on se penche en tant que constructeur pour pouvoir les intégrer à notre catalogue de prestations de services en après-vente. Mais c'est des prestations qui sont beaucoup plus complexes d'un point de vue business, puisque c'est vraiment un coût supplémentaire pour les clients, avec une performance qui n'est pas forcément, en tout cas pas pour toutes, possible de leur démontrer pour débloquer l'acte d'achat. Donc voilà, donc tant que finalement on voit que tant qu'on n'a pas un cadre législatif qui pousse à la fois les constructeurs et puis l'ensemble des acteurs d'une filière et aussi les clients à souscrire à certaines offres, le développement de ces offres est assez complexe. Donc, c'est quand même un angle important à avoir en tête. Ensuite, il y a la durabilité des véhicules. Alors, la durabilité des véhicules, c'est un angle sur lequel l'après-vente, en fait, c'est notre raison d'être. L'après-vente automobile, pour le constructeur, c'est le levier numéro 1 pour accroître la durée de vie des véhicules, puisqu'en fait, on les répare tout au long de sa vie et en les entretenant correctement, on les amène à aller vers un âge élevé. Donc, on a des nouveaux paramètres, en revanche, à prendre en compte. Il y a une partie éco-conception des véhicules, puisqu'il faut mettre dans les gènes du véhicule un certain nombre d'éléments au démarrage, notamment par rapport à des usages intensifs qui sont faits aujourd'hui sur les véhicules, comme les véhicules qui sont proposés en car sharing.
avec toutes les nouvelles mobilités. Ça, il faut le prendre en compte. Évidemment, il y a des éléments sur la réparabilité qu'il faut prendre en compte dès le départ pour permettre une réparabilité à moindre coût pendant le cycle de vie du véhicule. Ça aussi, ça se prévoit en amont, dès le démarrage du véhicule. Et c'est ce qu'on fait au quotidien avec les équipes programmes. Ensuite, il y a évidemment le business du véhicule d'occasion, avec le développement de factories, de process industriels sur la rénovation de véhicules pour les remettre en occasion. Et enfin, il y a l'accessibilité de l'offre après-vente à n'importe quel âge du véhicule, à savoir qu'avoir une offre après-vente qui soit cohérente en termes de tarifs par rapport à une valeur résiduelle de véhicule. Et là, on déploie fortement cette stratégie au niveau de l'après-vente et on utilise pour ça des leviers comme des prestations de services ou des pièces qui sont issues de l'économie circulaire et qui permettent de proposer des tarifs avantageux, même sur un véhicule dont l'âge est plutôt élevé et qui permet donc d'avoir un parc roulant qui continue à être bien entretenu. Donc voilà comment les constructeurs adressent la question, ces deux dimensions, c'est très important. Juste, je ne vais pas vraiment faire le détail de l'autre slide, sinon je vais être en retard. Mais je voudrais vous donner le cas concret de réalisation. Le cas concret, c'est la Refactory Flins, dont vous avez déjà dû entendre parler dans la presse. Ça, c'est vraiment le cas concret de ce que fait Renault en matière d'économie circulaire et sur cet axe-là, qui est un nouvel axe que le véhicule neuf, la Refactory Flins. Donc, c'est une usine Renault qui sera dédiée à 100% à l'économie circulaire. C'est quand même une première. C'est une usine automobile qui ne sera pas dédiée à fabriquer des voitures. Elle sera dédiée à faire durer plus longtemps les voitures. Donc, c'est quand même vraiment une première. Donc, il y aura de multi-activités pour pouvoir faire ce travail. Je vous en ai parlé tout à l'heure et c'est là-dedans qu'on va retrouver la notion de factory VO, la notion de rétrofit, la notion de maintenance des flottes et des véhicules d'opérateurs de nouvelles mobilités. On va évidemment avoir un pôle aussi pour Re-Energy, pour travailler sur le véhicule électrique spécifiquement, puisqu'on sait aussi que le véhicule électrique arrive avec ses propres enjeux, et notamment sur la partie batterie et la durée de vie de la batterie et sa recyclabilité. Et la partie recycle, qui est évidemment un point extrêmement important pour s'assurer des secondes vies de l'ensemble de nos produits, matières et pièces, et pour les remettre dans le circuit et continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire proposer une offre économique et écologique à l'après-vente et aussi dans nos véhicules. Voilà pour ma part. J'espère que j'ai été à l'heure. Merci beaucoup, Julie. Donc, maintenant, c'est Jacques Poker à qui je donne la parole. Il va parler de sa start-up Logico et de son produit Green Performance. Bonjour à tout le monde. Je vous propose de sauter cette slide-là. On va essayer de gagner du temps. Ce que je vais vous dire d'abord, je suis tout à fait d'accord avec les chiffres qu'a évoqué Bernard Julien. Par d'autres sources, j'ai à peu près les mêmes et j'arrive à peu près à la même conclusion. Et entre autres que le marché de l'occasion, qui est notre cœur de marché, représente 7 à 8 fois le marché des ventes de neuf. Logico s'est créé pour utiliser l'hydrogène comme supercarburant pour mieux brûler tout ce qui se passe dans le moteur. J'essaye de rester le plus simple possible. C'est-à-dire que grâce à l'hydrogène, nous nous sommes rendus compte que le moteur, en injectant un tout petit peu d'hydrogène dans le moteur, 1/1000 de l'air, on arrive à obtenir des explosions qui sont beaucoup plus performantes et qui abaissent considérablement, ce sera la slide d'après, abaissent considérablement les performances des moteurs. Mais à partir de là, à partir de cette conclusion, encore fallait-il se structurer. Donc nous sommes partis sur l'idée que si nous n'avions pas de brevet et si nous ne créions pas une équipe de haut niveau, nous n'arriverions jamais à percer dans ce métier. Donc aujourd'hui, nous travaillons entre autres avec le CNRS, nous avons un brevet et nous avons mis au point
une technologie qui s'appelle HIS, pour Hydrogen Injection System. Tout simplement, ça veut dire que grâce à l'électrolyse de l'eau, nous transformons en temps réel de l'hydrogène en gaz H2 plus 1,5 DO2. Et les performances de l'hydrogène, qui est une toute petite molécule, qui est très performante, très rapide, fait que nous brûlons beaucoup mieux les résidus et nous obtenons sur des moteurs qui ont déjà beaucoup brûlé, on va revenir dans le cas du 9 après, jusqu'à 75% de réduction des émissions de gaz et jusqu'à 25% d'économie de carburant. En moyenne, on est à 30 et 40 et en moyenne, on est à 15% d'économie de carburant sur tous les moteurs. Alors, j'ai un tout petit film, c'est la slide d'après. Si vous voulez bien, voilà. Est-ce que vous pouvez le lancer, le petit film? En tout cas, le début, on n'ira même pas jusqu'au bout. Si vous arrivez, voilà. Il y a une petite, voilà. Bon, si ça ne se lance pas, je vous le raconte. Bon, ça n'a pas l'air de se lancer, c'est pas grave, je vais vous le raconter. C'est très simple. Dans ce petit film, il y a deux véhicules. Il y en a un qui est équipé d'un système Green Performer de Logico et l'autre qui ne l'est pas. Et on a pris un mouchoir que vous voyez sur cette photo, on l'a passé dans le bout du pot d'échappement du véhicule qui était équipé, le mouchoir est resté blanc. Et quand vous prenez le même mouchoir et que vous le passez sur le deuxième véhicule, eh bien le mouchoir devient neuf. Ce qui veut dire que si notre système, donc encore une fois qui utilise de l'hydrogène généré en temps réel, réussit à nettoyer toute la tringlerie, tout le pot d'échappement, tous les FAP, turbo, Vanneger, etc., jusqu'au bout, ça veut dire qu'on a un résultat probant et c'est ce que démontre ce petit film. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Donc, on a vraiment quelque chose qui fonctionne. C'est ça ce que ce film dit. Alors, le système, est-ce que vous pouvez changer peut-être, voilà, de slide? Ah non, Marie-Josée, c'est pas ça là. Bonjour. Vous pouvez changer de slide. Non, mais je peux en parler même sans slide. Bon, c'est pas grave. Donc, on a travaillé entre autres avec le CNRS et surtout les nanotechnologies, le centre de Bordeaux. On travaille bien sûr avec la BPI, avec INPI. On a un bureau d'études qui est dirigé par le cofondateur de Logico qui s'appelle Emmanuel Parmigiani. Et donc, nous sommes arrivés, et c'est la slide d'après, j'essaye d'aller assez vite. On est arrivé à un produit qui est packagé, donc qui peut s'installer en B2B2C, et ça nous y tenons beaucoup, c'est-à-dire que ce produit, nous tenons à ce qu'il soit installé par des professionnels que nous formons. Nous avons une appli sur smartphone qui fonctionne avec, qui est développée par Capgemini. Bref, nous pensons qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de tout ce qui touche la communication data de Logico, et également au niveau de la production, puisque nous sommes produits par une structure qui est basée en Rhône-Alpes, tout à fait, dont le métier est de produire des séries dans l'automobile, entre autres. Nous nous sommes entourés d'un écosystème de manière à arriver à faire en sorte, que ce produit soit recyclable à plus de 80%, d'abord parce qu'il y a beaucoup de métal, c'est évident, mais également nous faisons en sorte que le rétrofit fonctionne également dans l'autre sens, c'est-à-dire que lorsque certains composants sont usés, on peut les renvoyer et nous savons les recycler. Et donc, nous souhaitons être un vrai partenaire donc, de l'économie circulaire. La slide d'après, vous avez une photo d'un système installé. Donc qu'est-ce qu'on voit? Vous avez un réservoir d'eau, water tank, vous avez l'électrolyseur qui est situé un peu en dessous, et vous avez un contrôleur électronique dont le rôle essentiel est simplement de faire en sorte que si le véhicule s'arrête, eh bien, la génération d'hydrogène va s'arrêter. Je rappelle que c'est 1/1000 de l'air qui est injecté, de l'air utilisé par le moteur, donc les chances d'explosion sont quasiment nulles, et d'ailleurs, nous n'avons jamais eu de soucis à ce niveau-là. Et l'hydrogène est injecté dans le filtre à air et ensuite il est absorbé par la dépression naturelle des cylindres et mélangé au mélange essence ou diesel. À ce stade, je dois vous dire que nous sommes le seul système
qui fonctionne aussi bien sur essence que diesel. Et la version actuelle fonctionne jusqu'aux utilitaires qui ont jusqu'à 5 litres de cylindrée, mais que nous développons, grâce à notre écosystème de recherche et de développement, un système pour les utilitaires, les poids lourds, les engins, les grues et même les bateaux. Est-ce que vous pouvez encore changer de slide? Alors, bon, je ne vais pas revenir sur les chiffres du marché parce que je suis entièrement d'accord avec ceux de Bernard. Donc, ce n'est pas la peine, c'est une autre présentation, Bernard, c'est d'autres sources, mais j'ai quasiment les mêmes chiffres que vous et j'arrive à peu près au même résultat que vous. Donc, je suis très heureux de voir que nous avons une convergence totale sur le fait que le parc automobile mondial, qui va continuer à croître, va rester en grande majorité un parc thermique jusque dans les années 30. Est-ce que vous pouvez changer de slide? Merci. Alors, voici une petite idée de notre cœur de cible en France. Voilà, donc nous sommes en plein dedans. Nous avons une cible assez importante et notre cible, ce sont que nous allons peut-être réviser parce que c'est vrai que pour nous, la vie moyenne d'un véhicule était de 10 ans. Or, pour M. Julien, ce chiffre a augmenté, donc nous allons revoir ce chiffre légèrement. Est-ce que vous pouvez peut-être changer de slide? Voilà, donc vous avez là la roadmap de Logico. Aujourd'hui, nous attaquons les voitures et les véhicules légers et progressivement, nous allons monter jusqu'au groupe électrogène. Voilà, et donc c'est ça, et parce que nous pensons que cette technologie qui, je le rappelle, génère de l'hydrogène en temps réel, est intéressante parce que, elle éduque les gens à aller vers l'hydrogène et nous savons tous qu'à 20 ou 30 ou 40 ans, la technologie qui va prévaloir, c'est sans doute l'hydrogène liquide à condition que ce soit de l'hydrogène gris. De l'hydrogène vert, pardon, quelle horreur, de l'hydrogène vert. Merci, Monsieur Julien, d'avoir souri. Donc voilà, c'est ça. Et donc on va dans cette direction et nous, ce que nous faisons, c'est que nous allons, et donc nous faisons partie, par exemple, du groupement France Hydrogène, parce que nous éduquons dès aujourd'hui les utilisateurs à utiliser de l'hydrogène, et non pas dans 10 ans, mais dès aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de changer de slide? Voilà, mais ça c'est l'équipe dirigeante. Nous avons, dès le départ, nous avons créé Logico avec 4 personnes. On est aujourd'hui 14 et je viens d'apprendre qu'à la fin de l'année, nous serons 21. Voilà, et vous avez une petite photo de l'équipe en bas à gauche. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et donc de savoir que oui, Logico s'intègre vraiment à la fois dans la transition énergétique et évidemment dans l'économie circulaire, puisque nous faisons durer les voitures plus longtemps, ça vous l'aviez compris, mais il vaut mieux le dire, et également nos produits sont recyclables, ce qui est aussi une chose très positive. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jacques. Ces perspectives sont très prometteuses pour des propriétaires de véhicules dont les besoins sont rarement pris en compte. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui. Alors, enfin, c'est à Aymeric Libaud de la startup Transition One de nous expliquer son rétrofit électrique. C'est à vous, Aymeric. Oui, rebonjour à tous. Merci Marie-Josée. Alors moi, je vais vous parler de rétrofit. Alors, on a pu démontrer aujourd'hui l'urgence climatique avec tous ces enjeux, 40 millions de véhicules en France, avec ces émissions de CO2. J'essaye de faire vite aussi pour rattraper du temps. Donc, on a, par rapport au chiffre qu'a montré Bernard, on a vraiment un enjeu, il faut vraiment pouvoir aller vite. Et c'est là où se positionne Transition One. On va passer à la slide suivante. Et donc, c'est de parler de rétrofit. Alors, qu'est-ce que le rétrofit? C'est la conversion d'un véhicule thermique en un véhicule électrique. Alors moi, je parle de véhicule moderne, en disant qu'il est électrique, qu'il est connecté et qu'il est abordable. Et donc, depuis le début du projet, on voit le rétrofit à une échelle industrielle, parce que si on le fait à une échelle beaucoup plus artisanale, à une échelle beaucoup moins grande, on voit bien que ça n'aura pas de portée sur la réduction des émissions de CO2. Alors, comment on fait sur des véhicules? Eh bien, on extrait le moteur thermique et tout ce qui est lié au moteur thermique. On va enlever le réservoir, on va enlever la ligne d'échappement et quelques autres éléments. Et on le remplace par notre propre groupe motopropulseur, un GMP, électrique, avec, et c'est un parti pris depuis le début, une autonomie adaptée.
C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à dire avec ma petite voiture, j'étais capable de faire avec un plein 300 km, et ben avec un plein des batteries, je vais essayer d'avoir la même chose. Non, on va chercher des autonomies adaptées à l'usage. Si on connaît les chiffres en France des déplacements, hein, c'est 26 km quotidien domicile-travail, 50% des Français font moins de 10 km. Et donc, je peux me recharger tous les jours ou toutes les semaines, suivant la quantité de kilomètres que je fais. Mais on passe d'une voiture qui était thermique, essence ou diesel, à un véhicule électrique, 100% électrique, et qui n'émet plus de CO2 quand elle se déplace. Et c'est le schéma qu'on prévoit, de pouvoir avoir une forte croissance dessus. Mais pour aller vite, on a cette particularité, nous, c'est de dire en quelques heures, en 4 heures, alors c'est encore un objectif, mais on n'en est pas très loin, de pouvoir convertir la voiture, de pouvoir faire toute cette transformation. Parce que si on veut aller vite, il faut que la transformation aille vite. Et si on veut avoir un modèle économique qui tienne la route, on a besoin aussi d'avoir cette conversion. Alors évidemment, les voitures sont techniquement toutes éligibles parce qu'elles ont toutes un moteur thermique, on peut le remplacer par un moteur électrique. Maintenant, on a une homologation à obtenir par modèle, et c'est un peu ça la limite de ce qu'on a aujourd'hui. Et donc là, vous avez la liste des 14 véhicules qu'on se prévoit de supporter. Mais on a une approche très industrielle, très réplicable d'un modèle à un autre pour pouvoir aller vite et éviter des temps de conception en amont. Et donc voilà, vous voyez les citadines, les polyvalentes et les véhicules utilitaires légers. Et donc, on va avoir une autonomie qui va être sur 100 km sur les plus petites parce qu'on ne peut pas mettre des batteries où on veut. On ne peut pas mettre la quantité de batterie que l'on veut. Et la formule que je donne souvent, hein, c'est que dans le rétrofit, on doit se limiter aux espaces que l'on a libérés. C'est-à-dire qu'il y en a qui me parlent d'hybride. L'hybride, il faut trouver de la place alors qu'on n'a rien enlevé. Là, pour le rétrofit électrique, on a libéré des espaces, on a gagné du volume, on a gagné de la masse, on a ça à réutiliser. Donc aujourd'hui, on a déjà des prototypes qui existent. Un Renault Twingo, une Fiat 500. Elles ont plus de 17 000 km parcourus toutes les deux. C'était moi le principal conducteur. Je peux vous dire que je conduis ces voitures-là avec beaucoup de plaisir d'abord, mais sans aucune crainte. Une voiture électrique, c'est quand même beaucoup plus simple qu'une voiture thermique en termes de complexité mécanique et des systèmes. Donc il y a une fiabilité évidemment qui est forte. Et comment on va faire pour aller vite? C'est qu'on va déployer, et on est vraiment en cours là-dessus, on va faire nos premières annonces là, fin février, début mars, déployer un réseau de partenaires, parce que si on déplace les voitures au travers de la France, et il faut voir le problème dans sa globalité, on ne va pas faire traverser les voitures aller et retour sur toute la France pour les transformer. Il faut avoir une capacité à produire ça localement. Donc, on va avoir des partenaires qui seront à proximité des clients et qui vont faire ces transformations. On va évidemment les former à pouvoir avoir cette activité. Et donc, nous, on se prépare à avoir ces transformations, ces premières livraisons qui vont pouvoir avoir lieu cette année, avant la fin de l'année. Ceux qui se posent la question, c'est est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et depuis avril l'année dernière, c'est paru au journal officiel, il y a une nouvelle réglementation qui existe. On s'affranchit de l'autorisation du constructeur pour modifier une voiture, où on n'a plus besoin de réhomologuer toute la voiture, et ce qui permet d'avoir ça sur de nombreux modèles. Je crois que c'est la slide suivante. Ah non, pas encore. Et donc, je parlais d'un modèle abordable. Et donc là où on se positionne, c'est d'avoir une offre à partir de 5 000 €. Alors pourquoi le à partir? Parce que quand on cumule toutes les aides, nationalement, on n'aura pas la même uniformité quand on est à Grenoble, à Paris ou en Occitanie, parce que les régions qui amènent des aides n'amènent pas toutes les mêmes aides. Donc, il y en a qui seront à 5 000, d'autres peut-être un peu moins, d'autres peut-être un peu plus. Mais en tout cas, voilà, pour les 100 km, notre modèle de prix, c'est 5 000 €. Alors, on va viser ces petites voitures, et je vais en reparler après, mais on va viser les voitures des particuliers, la seconde voiture des particuliers, celle qu'on veut qui coûte le moins cher et qui fait peu de kilomètres.
aussi des flottes captives hein, dans les collectivités qui ont un territoire un peu plus limité, donc peu de kilomètres. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un marché en plein démarrage. Et nous, on est vraiment à avoir une approche à industrialiser de toute cette partie-là. Si on a des grandes quantités à faire, ce ne sera pas une surprise et on sera prêt pour y répondre. La slide suivante. Et donc, pour le choix des modèles à venir, alors je ne me suis pas attardé, mais dans le modèle, dès le départ, c'est de se dire qu'on commence par la France, c'est un super territoire d'expérimentation pour évidemment s'étendre à l'Europe. La réglementation n'est pas encore européenne, mais elle a très forte chance de le devenir. Et puis, en Europe, il y a cette problématique de réduire les émissions de CO2. Enfin, ce n'est pas que l'Europe, c'est le monde entier. Mais en tout cas, la réflexion, elle est au niveau européen. Donc, le choix des premiers véhicules s'est fait aussi sur une présence dans les différents pays européens. Et c'est les quantités de véhicules et l'éligibilité à cette conversion au rétrofit qui nous mènera à ajouter d'autres véhicules. Mais sur une homologation qu'on obtiendrait au niveau européen, évidemment, ça nous permettra d'étendre à toute l'Europe. Et donc, je crois que c'est la dernière qui est après le slide, on l'équipe. Merci à eux de mettre autant d'énergie à bien avancer, mais je vais montrer surtout la slide suivante. Voilà. On est vraiment sur un sujet d'économie circulaire, à allonger la durée de vie des véhicules le plus possible. La motorisation, avec tout ce qui arrive, la volonté de réduire les émissions de CO2 et les interdictions de circulation, comment on fait pour aller vite? Le rétrofit est une des alternatives pour ça. Maintenant, il faut évidemment être convaincu de ce changement, être éligible, parce que tous les véhicules ne sont pas encore éligibles. Mais en tout cas, le rétrofit est une alternative pour pouvoir aller vite et réduire nos émissions de CO2 et pour pouvoir agir face à cette urgence climatique. Voilà. Merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup, Émeric. Le travail accompli et l'obtention de votre homologation constructeur est un exemple de persévérance. Alors, nous allons passer à la table ronde. Nous allons poser 2 questions auxquelles chacun des intervenants va répondre. Donc, je vous rappelle que durant cette étape, les spectateurs peuvent également poser les questions par écrit. Donc, la première question concerne, donc, les possibilités techniques font partie des solutions pour mieux exploiter les véhicules roulants. On est bien d'accord. Quelles sont les alternatives possibles pour conserver sa mobilité en adoptant une approche d'économie circulaire? Il y en a sûrement d'autres. Donc, je vais donner la parole à Bernard pour commencer. Oui, alors moi, je ne suis pas un businessman, hein, donc j'ai rien à vendre ici. Non, non. Hein, donc, pour moi, effectivement, hein, il y a, on l'a vu dans les exposés, une assez grande variété d'initiatives qui sont prises, qui vont dans ce sens-là, hein, même chez les constructeurs, on a fini par comprendre qu'il était important de ne pas penser que voiture neuve. Et puis on voit qu'effectivement, avec l'éco-entretien, avec la pièce de réemploi, et puis avec ces solutions qui permettent effectivement de verdir des véhicules à moteur thermique, hein, c'était l'exemple de Jacques Pocker, hein, et puis éventuellement avec le rétrofit, eh bien on peut aller vers des solutions qui adressent les publics qui ne sont pas d'habitude concernés par la voiture neuve, hein, et qui permet effectivement, alors non seulement de verdir son parc, mais aussi potentiellement d'économiser un petit peu, hein, puisqu'évidemment, la motivation écologique risque de ne pas suffire à déclencher l'acte d'achat, quoi. Hein. Donc typiquement, si vous prenez l'éco-entretien, moi, les professionnels que j'ai vus essayer de développer une offre d'éco-entretien, s'ils n'ont à vendre que le fait que la voiture sera moins sale en sortant, hein, c'est ce que disait Julie tout à l'heure, il y a des chances qu'ils aient un peu de peine à trouver un marché solvable. Hein, et donc évidemment, le fait de ne pas passer à la pompe dans le cas du rétrofit, le fait d'économiser 20 ou 25% sur les consommations, ça peut être une motivation portée éventuellement par les espèces de médecins de famille de l'automobile que sont les garagistes,
qui peuvent éventuellement dire tu vas passer le contrôle anti-pollution, tu le passeras d'autant plus volontiers qu'eux, et accessoirement, je te garantis qu'avec la solution Logico, tu vas effectivement passer de 7 litres au 100 à 6, et que à la fin du mois, ça sera sensible. Donc il faut, à mon sens, il y a de possibilités quand les chances se multiplier les initiatives, et puis ça impliquera effectivement que les politiques publiques soient beaucoup plus attentives à ce qui peut se faire de manière plus décentralisée, un peu moins pointilleuse sur l'homologation des solutions, pour que on vérifie qu'en termes techniques, c'est jouable, et puis qu'en termes de business model ou d'appétence des clientèles concernées pour les solutions proposées, la fenêtre est effectivement existante, et de cela, on ne peut pas préjuger. Donc sur le rétrofit, on entend un peu tout et le contraire de tout. Il y a des gens pour qui c'est n'importe quoi, d'autres gens pour qui... Bon, essayons de tester, de voir ce qui peut en sortir, sachant que là aussi, il y a peut-être un coup de pouce des pouvoirs publics. Donc il y a des aides dont Émeric a parlé, qui sont effectivement déterminantes au départ. Il y a éventuellement aussi, à terme, on sait qu'on va avoir un Airbus de la batterie, et il semble que même Renault, qui se faisait un peu tirer l'oreille, rentrerait dedans. Si de l'usine ou des usines de batteries pouvaient sortir des batteries un peu moins chères pour les rétrofiteurs, ce serait une assez bonne nouvelle pour eux et pour les ménages qui aimeraient accéder à ces solutions-là à des coûts qui soient raisonnables, étant donné les valeurs résiduelles qui sont souvent pas très élevées sur les véhicules qui les concernent. Merci beaucoup, Bernard. Et Julie, qu'est-ce que vous en pensez? Bernard a dit beaucoup de choses. Alors, je vais pas le répéter ce qu'il a dit. Et moi, ce qui me semble quand même important, c'est que aujourd'hui, on voit que les politiques publiques sont extrêmement axées sur la technologie électrique, notamment, qui est effectivement une technologie basse émission. Si on veut conserver sa mobilité, dans une approche d'économie circulaire, c'est bien de faire durer le plus longtemps possible son véhicule. Mais pour faire durer plus longtemps son véhicule, avec les contraintes qu'il va y avoir, il y a effectivement une grosse incitation à passer à l'électrique. Sauf que l'électrique ne correspond pas à tous les usages, et il faut quand même pas l'oublier. Il y a des gens qui ont besoin probablement de plus d'autonomie que ne pourrait leur offrir l'électrique, et ça, il faut pas les mettre de côté. Donc, il y a aussi quelque chose à faire du côté de la reconnaissance d'autres solutions, comme pourrait être la solution qu'on a entendue tout à l'heure avec Jacques Pocker. Je pense que c'est des solutions qui doivent être peut-être mieux reconnues et qui peut-être, ou alors avoir des politiques de restriction de circulation qui soient peut-être un petit peu plus mesurées et qui puissent prendre en compte encore des véhicules thermiques, mais des véhicules thermiques qui soient, soucieux, enfin qui soient moins émetteurs de CO2 malgré leur âge qui peut être certain. Il y a autre chose, à un moment donné, quand on demande à un client d'investir dans son véhicule qui a 10 ans, qui a donc une valeur résiduelle assez faible, il y a cette notion de « qui j'investis », comment cet investissement va être vu dans mon véhicule, dans la valeur de revente de mon véhicule. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout, quoi. C'est les valeurs résiduelles des véhicules, quand il est transformé en cours de vie, c'est quelque chose qui est invisible pour les valeurs résiduelles, et donc en fait, on investit cash, mais quand on le revend, en fait, il n'y a pas vraiment de valeur de marché. Donc ça aussi, c'est des choses qui vont pouvoir, qui doivent faire partie des solutions pour développer très très fortement la filière. Oui, très bien. Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à Jacques. Bon, d'abord, ce que je remarque, c'est qu'on passe d'un système où on va avoir finalement, on avait deux choix, on était binaire, essence ou diesel, et maintenant on arrive à une multiplicité de solutions. Et je trouve que, évidemment, c'est très enrichissant pour le consommateur, parce que, ou les consommateurs, je ne parlerai pas des fameuses ménagères de 50 ans, mais simplement le fait que c'est ça, au fond, un pays, c'est ça, c'est avoir plusieurs solutions.
Et ce qui va peut-être nous permettre de vraiment rentrer dans la transition énergétique, c'est que nous offrons, nous tous ici, un panel de solutions. Et ça, je pense que c'est très important. Et je trouve, Julie, si je peux me permettre, que je trouve formidable que Renault regarde les véhicules j'ose à peine dire d'occasion, la refonte de véhicules, parce que ça, c'est extrêmement positif et ça va donner, qui est logico ou pas dedans, ça va donner une motivation importante et ça va éduquer le consommateur. Et je pense que nous allons tous dans le même sens, et évidemment avec Imric aussi. Ce qui est important, c'est qu'on bouge et tous ensemble, on va réussir à changer les habitudes et faire en sorte que oui, bien sûr, les entreprises vont offrir des véhicules neufs à leurs consommateurs, à leurs cadres et à leurs employés. Bien sûr, une partie du marché va acheter des véhicules neufs, mais que nous puissions tous ensemble faire bouger ce marché parce que nous offrons tous des solutions qui sont soit complémentaires, soit différentes. Et ça, je pense que c'est une grande richesse. Allô? Oui, pardon, j'avais oublié mon parleur. Merci beaucoup, Jacques. Aymeric, qu'est-ce que vous pouvez dire en complément de tout ça? En complément de tout ce qui a déjà été dit, alors, moi déjà, il y a une chose importante à bien appréhender, c'est que au-delà de la période de transition, beaucoup de gens aimeraient déjà être après. C'est très confortable d'être après, une fois qu'on devient un natif. Là, on va être un migrant, on va changer de la période très CO2 à une période avec beaucoup moins de CO2, il y a un enjeu important. C'est très confortable de se dire, eh ben, on a déjà la solution qui existe, qu'on a vécu dans des décennies antérieures, hein, avec une amélioration additive. Mais là, aujourd'hui, on fait des choix pour l'avenir. La voiture électrique existait déjà au début du XXe siècle. Hein, la première voiture à avoir passé la barre des 100 km/h de vitesse de pointe, c'était une voiture électrique. Maintenant, il y a les usagers, les clients, et puis le lobbying qui pouvait exister à l'époque. Il y en a qui ont fait le choix d'aller plus vers le thermique pour avoir plus d'autonomie, pour avoir plus de facilité. Et là, on revient à l'électrique parce qu'il y a des enjeux auxquels il faut répondre. Et il ne faut pas juste voir le CO2, il faut aussi voir à ce qu'on n'emmène pas cette migration vers trop de déchets. Il y a évidemment un peu de déchets, mais pas trop de déchets. Moi, je discutais avec un potentiel partenaire qui était sur une île, qui était en Guadeloupe. Il me dit, mais si chez nous, on passe tous à l'électrique, demain, les voitures, on ne saura pas où les mettre. Donc, est-ce qu'il faut faire une gestion des déchets ou alors est-ce qu'on peut emmener les voitures sur un délai beaucoup plus long? Et ça, il y a un côté vertueux. Et moi, je perçois le changement de comportement de ceux qui nous contactent, qui sont déjà convaincus, à se dire, mais ma voiture, je veux la garder parce qu'elle roule encore. Et c'est ces changements de mentalité, et c'est là où on est dans cette période de transition, où on change nos repères, et il faut qu'on soit tous, là je vois qu'il y a une trentaine de personnes qui sont présentes, on doit tous être des promoteurs de cette approche, en disant mais comment on fait? Chacun peut agir, et si on regarde dans l'histoire, il y a des gens qui étaient peu nombreux et qui ont agi sur le déroulement de l'histoire, et là c'est peut-être massivement qu'on va réussir, un peu comme disait Jacques, à influencer les changements, mais collectivement. Très bien. Merci pour ces informations, ces réflexions. Donc, nous avons une deuxième question. Nous savons que de nombreux obstacles jalonnent les parcours de nos pionniers. Quelles sont les limites culturelles et administratives des solutions exposées lors de vos interventions? Donc, je redonne la parole donc à Bernard, qui a eu le temps de se reposer. D'accord. Non, moi, il me semble qu'effectivement, les politiques de l'automobile, telles que je les vois fonctionner depuis des années, elles sont très parisiennes et très centrées sur un dialogue entre les grands constructeurs, les équipementiers et les ministères. Et l'économie circulaire, me semble-t-il, l'ensemble des solutions qui sont ici évoquées, elles appellent une action publique, si vous voulez, qui soit de nature un peu différente, où l'action publique, ce n'est pas de décider centralement ce qu'on va subventionner, ce qu'on ne va pas subventionner, ce n'est pas éventuellement de mettre 7 milliards pour un plan hydrogène, c'est d'animer
un réseau ou des réseaux plutôt locaux d'initiatives qui permettent d'aller vers une gestion un peu plus rationnelle du parc. Donc évidemment, il va y avoir des initiatives du type constructeur. Alors typiquement, si vous prenez les usines qui sont censées rénover les véhicules pour avoir du matériel d'occasion qui soit un peu plus fiable, qu'on puisse garantir, pour au fond démocratiser ce qu'on a aujourd'hui que sur la voiture neuve, pour que on puisse acheter à moindre coût un véhicule qui ait la même fiabilité parce qu'il aura été rénové, etc. C'est quelque chose que Renault va faire à Flins, mais c'est quelque chose que plein de distributeurs font déjà au fin fond du Maine-et-Loire, etc. Et donc, il est extrêmement important, me semble-t-il, que chaque région puisse être à la tête d'une espèce de prolifération d'innovations de ce type-là, qui permettront de dire les solutions de gestion optimisée des parcs thermiques puis électriques, eh bien, elles doivent s'inventer là où les questions se posent et avec des professionnels qui peuvent être des startups dans un certain nombre de cas, mais la solution B2B2C, là, ça consiste à dire il n'y a pas de raison d'aller chercher pour traiter les bagnoles d'autres professionnels que ceux qui les traitent déjà. Et donc, pour rétrofiter, on va s'adosser à des garagistes qui sont en train de perdre ou qui risquent de perdre dans les années à venir une partie de leur business, mais qui peuvent en retrouver dans cette gestion-là. Et j'ajouterais d'ailleurs que quand on réfléchit à l'électrification, on sait que les phénomènes que j'ai décrits tout à l'heure, qui sont des phénomènes qui sont déjà inscrits dans la génétique de nos usages de l'automobile, les phénomènes de vieillissement, risquent de s'accentuer. Parce que les véhicules électriques, a priori, ils sont plus simples, on l'a dit, ils ne sont pas soumis à tous les phénomènes vibratoires qu'on a dans les véhicules thermiques d'autre part, et par conséquent, il y a tout lieu de penser qu'un véhicule électrique vivra beaucoup plus vieux qu'un véhicule thermique. Et dès lors, le maintien de ce parc plus âgé en moyenne, dans des conditions satisfaisantes en termes de liaison au sol, en termes de batterie, etc., ça va représenter une part du business importante. Donc évidemment, on comprend pourquoi les constructeurs s'y intéressent pour ces raisons-là. Mais il y a d'autres professionnels qui peuvent challenger les constructeurs sur cette gestion du parc. Après tout, les constructeurs, jusqu'ici, ils ont été relativement mauvais dans ce volet du business. Et ils ont laissé d'autres s'en occuper. Si vous prenez la pièce de réemploi, bien sûr qu'il y a des filiales Renault qui s'en occupent, mais il y a aussi des gens qui avaient des casses autrefois, qui ont su s'organiser collectivement pour qu'il y ait une vraie filière VHU qui soit structurée en France, un peu partout sur le territoire, avec des certifications, des homologations, et c'est pas parce que les gens sont loin des constructeurs de Paris et des ministères qui sont pour autant incapables de prendre en compte les exigences de développement durable. C'est en tout cas le pari qu'il convient de faire par rapport à ces questions-là, et ça, effectivement, dans la culture administrative française, c'est pas gagné. Merci beaucoup Bernard, merci pour cette réponse très complète. Julie, un complément d'information sur le sujet? Alors moi, je voudrais juste donner un petit complément d'information sur la pièce d'occasion, puisque Renault est dans l'histoire de la pièce d'occasion depuis longtemps avec sa filiale de Indra, alors partagée, mais voilà, les constructeurs développent aussi ces filières-là, même si elles ne le font pas. Vous n'étiez pas les seuls. Ouais. Non, mais non, c'était un détail. Mais non, moi je dirais que la limite aujourd'hui, c'est la limite du tarif. Aujourd'hui, le client, on peut pas faire avaler n'importe quoi au client. Je pense qu'il y a un certain nombre de restrictions qui sont faites et que effectivement, en fait, il y a une réalité économique. On parlait des gilets jaunes, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais c'est tout à fait exact. Je veux dire, c'est comme ça que les phénomènes de gilets jaunes naissent. Donc, il y a des restrictions. Il y a évidemment une urgence écologique, mais il y a aussi une réalité économique. Et donc, il faut réussir à développer des offres locales. Il faut réussir à mettre en œuvre des politiques qui soient très au regard des usages qui sont faits localement. Il faut peut-être avoir beaucoup plus de nuances dans ces politiques de restriction qui sont faites. Et il faut surtout beaucoup d'accompagnement pour qu'en fait, chaque personne, au niveau de sa bourse, puisse pouvoir agir. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop
un peu trop front carré. On va sur l'électrique et vous avez, on met tout sur le véhicule neuf et peut-être sur le véhicule d'occasion et un peu le rétrofit qui commence à naître, mais ça reste très cher. Et pour moi, il y a vraiment un pas à faire pour rendre accessible un certain nombre de choses qui sont bons pour l'écologie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Jacques. En quelques mots, effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Julie, il y a le général et on peut comprendre que le gouvernement pousse l'électrique parce qu'à moyen terme, c'est la meilleure solution, surtout qu'ils ne seront plus là du tout quand vont arriver les dates à laquelle il faut faire ce qu'ils ont promis. Eux ne seront plus au pouvoir et nous, on va ramasser, mais c'est autre chose. Mais ce qui est très important, effectivement, c'est le local. Et nous, on travaille aussi au niveau local, déjà on est bordelais. Mais ce qu'il y a, c'est que, par exemple, prenons les ZFE. Comment vont faire tous les artisans si tout à coup, ils ne peuvent plus utiliser leur voiture? Ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture neuve. Et c'est tout le travail que nous devons faire localement pour bien comprendre que normalement, la France n'est plus, tout ne vient pas de Paris, normalement, et j'ai entendu parler, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle des régions, il paraît que ça existe un peu. Bon, travaillons tous avec ces régions, faisons du local, faisons comprendre aussi au gouvernement central que peut-être la vie n'est pas la même en Ardèche qu'à Paris et qu'effectivement, on doit trouver des solutions locales qui aident les gens localement et qui ne se sentent pas tous prisonniers de décisions génériques, générales, prises à Paris. Voilà. Allô? Je n'ai pas assez parlé? Oui, non, non, tout à fait, Émeric. Dites-nous une petite conclusion sur le sujet. Oui, alors, je voulais réagir sur deux volets. Le volet culturel, j'en parlais tout à l'heure un peu sur la période de changement. Moi, ce que je vis très régulièrement, c'est des gens qui voudraient la même chose qu'avant. Ils avaient une voiture qui faisait 300 km, ils voudraient encore 300 km après. Or, il faut qu'on arrive à changer notre état d'esprit. Sur la partie administrative, bon, j'étais fortement impliqué dans les travaux avec le ministère, avec l'UTAC, le CNRV sur la mise en place de ce texte sur le rétrofit. Et moi, j'ai pu mesurer vraiment une volonté, et je vais vous donner un exemple, mais une volonté du gouvernement, de son administration, à changer les choses. Et c'est vrai que par cette approche, de cette organisation, cette gouvernance qu'on a en France, c'est quand même très centralisé. Une décentralisation, c'est évidemment bien, comme le disait Jacques. Mais là, on a réussi à faire ce changement en un peu plus de 12 mois. Enfin, c'est un enjeu, c'est un résultat très, très fort. On a mis beaucoup d'énergie, mais quand tout le monde veut, ça va un petit peu plus vite. En tout cas, nous, les rétrofiteurs, on s'est bien organisés pour que ça aille vite. Et pour revenir un peu sur la notion de l'approche culturelle, on disait c'est bien que le consommateur ait plus de choix. Oui, mais c'est compliqué quand un consommateur a plus de choix, parce que quel choix il fait? Et donc, la multitude des solutions, et moi j'y crois vraiment très très fort, parce qu'il n'y aura pas une solution hégémonique, c'est les voitures neuves, on voit bien dans les chiffres que ça ne marche pas, il faudrait rajouter des rétrofits, ok, mais on a encore logico, voilà, en allant gagner des émissions de CO2 et de la réduction de consommation de carburant. Et moi, je suis convaincu que si on veut gagner cette bataille, il faut y aller avec toutes les solutions possibles, toutes les armes possibles. Maintenant, ça va être compliqué pour les usagers. Mais les temps qui viennent demain, c'est du changement. Du changement, c'est un effort. Et on a à être très, très forts, nous, fournisseurs de solutions, pour que les gens arrivent à changer, arrivent à comprendre facilement les solutions qui sont amenées, parce qu'il faut aller vite. Et l'enjeu, il est là. Oui. Si je peux ajouter une chose, j'aurais aimé quand même souligner que a été votée à la fin de l'année 2019 une nouvelle loi qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités, et que cette loi d'orientation des mobilités, c'est aussi un outil pour animer ces réseaux. Je suppose qu'il y ait des autorités organisatrices en France. Et ça s'appelle la suppression des zones blanches dans la logorrhée administrative. Donc les zones qui n'avaient pas d'autorité organisatrice de mobilité et qui vont en avoir désormais, il va bien falloir qu'elles fassent quelque chose. Elles ne vont pas pouvoir faire du transport public comme on le fait à Bordeaux ou à Paris. Elles vont devoir faire des politiques des parcs. Parce que la mobilité dans ces zones-là, elle est essentiellement automobile. Et je pense qu'effectivement,
même si ça répugne à un certain nombre de responsables du ministère de l'Environnement de s'occuper d'automobiles et de permettre aux gens de continuer à rouler avec des automobiles, hein, bah, il ne serait pas aberrant que dans le cadre d'une région comme la Grande Aquitaine, bah, quand on va traiter non plus Bordeaux, mais je ne sais pas quoi, moi, Châtellerault ou bien Saintes, hein, bah, on ait une approche qui soit un peu différente et que bah, on s'intéresse au rétrofit, on s'intéresse aux solutions logicaux, on s'intéresse au plan de mobilité entreprise pour permettre aux salariés ben, d'examiner les conditions dans lesquelles ils utilisent leur voiture et non pas seulement le passage de la voiture au vélo ou le passage de la voiture au TER ou le passage de la voiture à la marche, si vous voulez. Merci beaucoup Bernard. Alors maintenant, on a un certain nombre de questions qui ont été posées par nos spectateurs et je vais donc donner la parole à Monique pour commencer. Monique, as-tu des questions sur les sujets de Bernard? Oui, j'ai eu deux questions pour Émeric qui convergent vers la sécurité du rétrofit électrique. Du point de vue de la sécurité, le changement de masse. J'ai vu les questions. Donc d'accord. Alors allez-y. En fait, c'est la réponse à cette question, c'est l'homologation. C'est-à-dire que le texte, qui est paru au journal officiel l'année dernière, le 3 avril, impose des contraintes techniques d'intégration du rétrofit, hein, que ce soit pour des véhicules électriques à batterie ou électriques à pile à combustible. Le texte couvre les deux stockages d'énergie. L'équilibre des masses est à respecter, comme le poids total à charge, comme la puissance maximale du véhicule par rapport à ce qui existe sur le modèle, qu'on n'emmène pas un châssis dans des caractéristiques pour lesquelles il n'est pas prévu. Et donc, on a aussi sur cette réglementation une norme à respecter sur les batteries qui est un peu plus fort que ce qu'ont pour l'instant les constructeurs automobiles, qui est les batteries doivent être homologuées en R100 révision 2. R100, c'est la réglementation sur les batteries dans l'automobile. Et donc, c'est un peu le crash test des batteries. Donc, on nous demande un niveau de sécurité un peu plus avancé sur les batteries. Et pour partager ma vision de ce que voulait le gouvernement pour le rétrofit, c'est vraiment d'avoir une approche industrielle et pas artisanale. Donc, avoir ça en volume pour avoir de l'impact, mais aussi avec une démarche industrialisée pour avoir un niveau de sécurité assuré pour l'usager en bout de chaîne. Ok. Très bien. Donc, je ne sais plus, qui a d'autres questions à poser? Il y a des questions pour Jacques, je peux éventuellement les poser maintenant. J'ai vu les questions. Il y a un bruit de fond terrible tout à coup. Voilà. Oui, on m'a posé deux questions sur le rendement. Alors, puisque les chiffres ont l'air évidemment très forts, et est-ce qu'on ne tient pas compte des rendements, du rendement thermique du moteur, etc. C'est très simple. De manière de test, elle est très très simple. On fait rouler jusqu'à 100 000 km un véhicule sans le Logico, et on fait rouler ensuite avec le Logico sur des circuits totalement similaires. Et on voit qu'en bout de chaîne, on a une économie de carburant et une économie de pollution. Donc, tous les rendements internes, on en tient compte. On va pas rentrer dans les détails, mais bien sûr qu'on en tient compte. Et donc, on le fait de manière très simple. On fait un avant, un après. Donc, ça tient compte de tout. Évidemment, le fait que on fait de l'électrolyse de l'eau en temps réel, évidemment, ça consomme, le moteur va consommer un peu plus. Et bien entendu, dans le résultat final, on en tient compte. Deuxième question, pourquoi 1 millième de H2 ne risque pas de modifier le mélange? Parce que c'est 1 millième et que c'est juste un accélérateur, mais ça ne change pas le résultat. Et qu'en pensent les constructeurs, certains avec qui nous sommes en test disent qu'on a raison. Voilà, et on en est là. Merci à vous. Donc, ce que je voulais dire également, c'est que la présentation de Jacques a eu effectivement beaucoup de succès et généré beaucoup de questions. Ces questions ont été résolues en aparté. Je pense qu'on les partagera avec l'ensemble des participants. Bien sûr. Il y a eu des questions qui ont été posées sur la conversion à l'éthanol E85.
une autre question qui a porté sur le classement critères des véhicules. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on vous fournira à tous un résumé de ce qui a été répondu par Jacques. Merci. Yves, tu as des questions ou on peut passer à la conclusion de Jean-Marie? Alors, oui, j'aurais une question, mais qui est très générale, en fait. C'est que on a beaucoup d'études, en fait, qui montrent que le premier facteur de bonheur, c'est être près de ses proches. Et donc, en fait, l'objectif, c'est ne plus n'avoir… Pourquoi on ne se pose pas la question de ne plus avoir de mobilité et, en fait, de tout relocaliser? Alors, je pense qu'une question qui va ouvrir un grand débat. Donc, moi, ce que je propose sur cette question, c'est qu'on la prenne et on va la communiquer à nos intervenants pour qu'ils puissent y répondre d'une manière un peu plus large et un peu plus approfondie, puisque ça ouvre de beaucoup le débat, quoi. Voilà. Je pourrais dire quand même que la question s'appelle le bonheur de l'immobilité. Oui, bah voilà, oui, c'est ça. Voilà. Alors, je pense que maintenant, on va passer la parole à Jean-Marie Julien qui va nous faire la conclusion de cette très belle visio. On t'écoute, Jean-Marie. Ton haut-parleur et ton micro est fermé. Hein. Mais là, ça va parce que tout à l'heure, ça faisait du bruit, si j'ai bien compris. Ah oui, ça fait beaucoup de bruit, là. Ah! Alors, comment faut-il faire? Tu te recules un peu parce que… Je vais baisser. Il faut que tu baisses ton… Ça va mieux, là? Non, il faut que tu baisses ton… Non, ça va pas mieux? Jean-Marie, il faut que tu baisses ton son… Allô? Il faut que tu baisses ton haut-parleur, Jean-Marie. Oui, mais c'est ce que je fais, justement. ton micro. Bon, c'est pas bon? Peut-être baisser le micro. Micro. Poser une question, là, qui est… Alors, c'est pourtant mon haut-parleur. Ouais, ben, je vais essayer. Ça va mieux, là? Il y a un peu de son, mais… Voilà, c'est mieux. Ah, bravo. Bon. Bravo. Alors, écoutez, premièrement, je commence toujours par remercier les participants, hein, donc Julie, Bernard, Émeric et Jacques, pour tous leur disponibilité, parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec nous pour préparer cette soirée, leur implication, donc, la pertinence et la qualité de leurs interventions. Alors, je pense que c'est très important. Évidemment, je n'oublierai pas les deux organisatrices principales, Marie-Jo et Catherine, et toute l'équipe qui a dû se débattre, entre guillemets, pour transformer un projet qui n'était pas sous cette forme avant la crise sanitaire. Bon, vous savez qu'on a 5 sessions. Nous en sommes à la 3e, 2 vont suivre avec des sujets qui vont être différents, mais qui continuent le fil du déroulement de ce qu'est l'économie circulaire, son impact sur la mobilité et les startups. Et donc, ce que j'aurais voulu vous dire, c'est que j'ai noté au travers des propos, que ce soit de Julie, de Bernard, d'Émeric et de Jacques, un certain nombre de questions qui ne pourront pas forcément être répondues maintenant. Mais peu importe, on pourrait y réfléchir et j'ai écrit tout ce texte. Bernard, lui, c'est très clair, il nous a démontré que le parc automobile était structuré d'une façon telle que l'on ne pouvait pas rêver avec une approche urbaine, mais qu'il fallait avoir une approche générale et en particulier rurale. Je pense que c'est résumé grosso modo ce que Bernard avait en tête. On a un parc de VO qui est de plus en plus important. Je me souviens, moi, il y a quelques années, quand j'étais dans l'automobile, l'âge moyen du véhicule était de 7 ans, maintenant il est passé à 10, enfin, etc. Et donc on a un vieillissement du parc qui est important, et ce qui pose d'ailleurs la question de sa durabilité, puisque la fiabilité a quand même complètement changé entre les 20 dernières années et aujourd'hui. Le véhicule électrique, donc apparemment n'occuperait que 30% du marché en 2036. Moi, j'ai une question, parce qu'on a beaucoup parlé de véhicules électriques, c'est que
on entend peu parler de l'infrastructure qui va accompagner le développement de l'électrification des véhicules. Et je pense que c'est un sujet majeur qui n'est pas traité actuellement, et je ne suis pas du tout persuadé que les pouvoirs publics aient conscience des difficultés. Alors je vois qu'Émeric réagit, mais ça va quand on est à la campagne, mais je peux dire qu'en ville, c'est extrêmement compliqué. Alors heureusement, nous avons parmi nous une start-up qui s'appelle Z-Plug qui développe l'électrification de tous les locaux où on peut stocker les véhicules, garer les véhicules. C'est vrai qu'on en a de plus en plus dans la rue, mais je peux vous dire que moi je vois où j'habite, en plein Paris, il y a 3 places sur 30, alors qu'il y aura bientôt plus de place du tout. Alors ceci dit, une grosse question qui est aussi posée par Bernard, mais qu'on sent au travers d'Émeric, mais aussi au travers de Jacques et au travers de Julie, c'est l'évolution de tout le réseau des MRA. Qui avait déjà eu à faire une modernisation certaine en passant de véhicules standards avec des véhicules de plus en plus électronisés, qui avait beaucoup de mal d'ailleurs à faire le passage. Et là maintenant, on va transformer le MRA en quelqu'un qui va faire finalement revivre les véhicules. Et je pense qu'Émeric, il va être intéressé à développer un réseau de réparateurs automobiles agréés qui lui permettront de faire du rétrofit. Et c'est d'ailleurs la même chose, c'est à mon avis la même question pour Jacques avec le développement de son HIS qui devrait donc permettre de réduire à la fois la consommation et la pollution. La pollution, parce qu'on parle toujours de CO2, mais on oublie qu'il n'y a pas que le CO2 qui pollue. Tous les oxydes d'azote, toutes les poussières, etc., qui sont dans la nature. Alors, enfin, ce que j'ai bien compris, important de Julie, c'est que finalement, quand on regarde les proportions de véhicules neufs par rapport aux véhicules d'occasion qui sont mis en circulation, il va falloir que le constructeur se développe complètement dans comment entretenir ces véhicules anciens et les reconditionner de façon à ce qu'ils puissent durer et beaucoup moins polluer. Ça, c'est pas vraiment l'économie circulaire, mais ça va être une évolution philosophique importante. Parce que ce que j'ai toujours craint, moi, et ce que je crains toujours dans les solutions nouvelles, c'est qu'elles fassent disparaître des solutions qui existent et qui fonctionnent. Et qu'on n'ait pas, à un instant donné, ce qu'il faut pour remplacer ce qui n'existe plus. Donc, pour la suite du programme, je pense que vous savez tous à peu près ce qui va se passer. Le prochain thème va être autour de la pièce détachée, donc on est en plein dans le service après-vente, sujet qui a été abordé plusieurs fois par plusieurs personnes, parce que c'est un grand intérêt. Et puis ensuite, on essaiera de travailler sur la façon dont on s'approvisionne de façon durable et comment on est capable de recycler soit des véhicules, soit par exemple des batteries quand on parle de véhicules électriques. Voilà. Et normalement, si nous arrivons à sortir de notre crise sanitaire, nous aurons une session de conclusion qui devrait durer à peu près une demi-journée au mois d'avril. Voilà ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, est-ce que j'ai été clair? Merci beaucoup, Jean-Marie. Écoutez, je vais donner la parole à Yves. Oui. Pour conclure tout, voilà. Et merci vraiment à tous de votre vos informations extrêmement importantes et qui nous permettent de nous lancer vers le futur avec beaucoup d'énergie. Yves. Oui, oui, merci. Écoutez, je vais aller très vite puisqu'on a déjà dépassé de 8 minutes notre temps imparti. Donc, écoutez, merci beaucoup d'être resté. Vous êtes très nombreux à être restés jusqu'à cette heure-ci. Et en vous remerciant, en vous souhaitant une bonne soirée. Vous pouvez basculer sur
non pas le webinaire, mais la visio sur la prise de présidence des États-Unis, ce qui a commencé jusqu'à 18 h. Donc, vous pouvez y aller maintenant en espérant qu'il y a un enregistrement. Nous, on a fait un enregistrement et donc il n'y aura aucun problème. On vous fournira cet enregistrement. On vous fournira aussi tout ce qui est en tant que présentation. Et les questions qui sont maintenant très nombreuses, en fait, ont été enregistrées et on vous répondra en temps voulu. Voilà. Par mail, absolument. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Merci et à bientôt. À tous. Donc, au revoir. En février. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.